Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui aurait dû sortir pour fin 2020, mais mieux vaut tard que jamais, et on va parler d'alcool. Alors comme tous les ans, depuis 3 ans, je fais le Dry January, et c'est donc l'occasion de se pencher sur ce qui se passe quand on boit trop d'un coup. Premièrement, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un partenariat commercial. Je ne suis pas rémunérée par l'équipe du Dry January, mais je trouve l'initiative super et donc à promouvoir. Alors premièrement, qu'est-ce que l'intoxication éthylique aiguë? Eh bien c'est le fait de boire de l'alcool en quantité suffisamment importante pour avoir des effets néfastes à court terme sur la santé et donc des risques. Chute, trauma crânien, agressivité et bien sûr le très célèbre coma éthylique. C'est donc un vrai problème en termes de conséquences, mais aussi parce que c'est fréquent. Ainsi, en Nouvelle-Aquitaine, ça c'est chez moi, c'est plus de 78 000 passages aux urgences qui ont été enregistrés pour une intoxication éthylique aiguë entre 2016 et 2021. À l'échelle de la région, ça fait quand même plus de 35 passages par jour. C'est énorme. Ha! Je suis sûr que tu fais partie des statistiques. Même pas Hippocrate, tu es vraiment mauvaise langue. Contrairement à certains de mes amis, je n'ai jamais été aux urgences parce que j'avais trop bu. Et évidemment, les pics de passage se retrouvent le 1er janvier, mais aussi le 22 juin, le lendemain de la fête de la musique. Bonne nouvelle en revanche, et quoi qu'en disent les vieux cons, bien que les chiffres progressent lentement, il n'y a pas une explosion des jeunes bourrés qui ne sont d'ailleurs pas beaucoup plus jeunes qu'il y a 25 ans. Et heureusement, les habitués des urgences pour des intoxications éthyliques aiguës sont assez rares, la majorité des patients se contentant d'1 ou 2 visites dans leur vie, ce qui est déjà pas mal. Bah tu m'étonnes, ça doit être redondant. Un service d'urgence, y a pas grand chose à visiter. De manière peu étonnante, on retrouve plus d'hommes que de femmes. Ah non, là j'ai aucun commentaire à faire. Bien que la part de femmes continue d'augmenter. Ah bah voilà, ça veut la parité, mais ça assume pas. A noter qu'au-delà de la consommation festive, il existe un type d'intoxication éthylique aiguë bien particulier dans le cadre des tentatives de suicide. Souvent, l'alcool est pris en association à des médicaments et c'est quand même la 4e cause de mortalité par intoxication aux États-Unis devant le paracétamol. C'est donc une substance qui est loin d'être anodine et on ne parlera même pas ici des effets à long terme de l'alcool qui sont bien sûr assez dévastateurs. L'alcool étant la 2e cause de cancer évitable derrière le tabac. Avant toute chose, il faut comprendre ce qui se passe quand on est bourré et pourquoi ça peut être dangereux, en dehors du fait de se prendre pour un oiseau au 4e étage ou de coucher avec la copine du capitaine de l'équipe de rugby. La substance toxique dans l'alcool, c'est l'éthanol. Pour quantifier la consommation d'éthanol, il n'est pas suffisant de regarder le degré d'alcool sur les bouteilles, mais à défaut de mieux, on peut se référer aux normes en unités d'alcool. Et dites-vous également que vos doses de whisky sont généralement bien plus conséquentes que les vraies doses qu'on vous sert dans les bars. Mais que se passe-t-il exactement quand on boit? Une fois ingéré, l'éthanol est très rapidement absorbé en 30 minutes et se distribue tout aussi vite dans les organes très vascularisés et plus particulièrement le cerveau. Ce qui explique tous les symptômes qu'on ressent quand on est fin bourré. Dans tous les tissus, il va se fixer sur les membranes des cellules via les récepteurs au GABA et au glutamate et ils vont empêcher la cellule d'échanger efficacement le sodium. Bref, les cellules ne marchent plus très bien, elles n'arrivent plus à communiquer et fonctionner. Et c'est la panique. Alors, les symptômes sont très dépendants du type d'alcool, de la dose et de la rapidité d'ingestion, de la température de l'alcool, mais aussi du fait de manger ou pas en même temps. Mais surtout et avant tout, de votre propre susceptibilité individuelle. Encore cette fameuse génétique. Certaines personnes tiennent bien l'alcool, d'autres non, et c'est comme ça. Parmi les manifestations de l'intoxication éthylique aiguë simple, on retrouve des modifications de l'humeur, donc de la joie ou de la tristesse, une dysarthrie, c'est-à-dire la difficulté à articuler, des vertiges ou des troubles de la marche qui sont dus à une atteinte du cervelet, associée à une agitation motrice, généralement suivie d'une phase d'hyporéactivité. En gros, la personne est super chiante, elle raconte de la merde, puis elle finit par somnoler sur le canapé. Bon, ça c'est pas bien grave et ça se résout spontanément, la seule chose à faire c'est de combattre la déshydratation en buvant de l'eau. Les problèmes arrivent quand on entre dans l'ivresse aiguë pathologique. Il peut y avoir de l'agressivité, voire de la violence avec des hallucinations et des délires, ou au contraire des troubles de la vigilance pouvant aller jusqu'au coma, et qui rendent donc la personne vulnérable aux agressions.
Et d'ailleurs, le coma, parlons-en. Un mot du langage qu'on utilise à tort et à travers, mais laissez-moi vous expliquer très simplement comment savoir si votre pote bourré est dans un coma en utilisant le score de Glasgow. C'est un score en 3 points qui va de 3 à 15, ne cherchez pas. À 15, vous êtes comme moi actuellement, et à 3, vous êtes complètement réactif et possiblement mort. On va donc évaluer l'ouverture des yeux, la parole et la motricité. Les yeux, c'est facile, s'ils sont spontanément ouverts, c'est 4 points. Si la personne les ouvre à la parole, comme quand vous dormez légèrement par exemple, c'est 3 points. 2 points si elle les ouvre uniquement à la douleur, et 1 si c'est pas du tout. Et oui, il n'y a pas de cotation à 0, je sais, c'est mal fait, mais c'est comme ça. Pour la verbalisation, ça se complique un peu. On est toujours à 1 en l'absence de toute parole, à 2, on a des propos incompréhensibles, comme des marmonnements ou des mots isolés. Si on a de vrais bouts de phrases, mais un peu à côté de la plaque, on cotera 3. Par exemple, à la question « Tu sais où on est ?», si la personne répond « Oui, je t'aime », on sera à 3. À 4 points, la réponse est confuse, donc on a une réponse, même si elle est un peu décousue. Et actuellement, je vous parle normalement, donc on peut coter mon score verbal à 5. Enfin, la motricité nécessite un peu plus d'expertise. On commence par le plus simple, quand tout fonctionne normalement, on est à 6. Si je demande à ma pote bourrée de lever le bras et qu'elle ne le fait pas, je vais la pincer gentiment. Et si elle essaie de me repousser avec sa main, par exemple, ce sera une cotation à 5. Si elle essaie seulement de se reculer ou d'éviter, c'est 4. Pour les 3 derniers points, on n'a aucune réponse spécifique de la localisation de la douleur, mais il peut y avoir une réponse en flexion, donc la personne se met plus ou moins en position fétale, et c'est 2 points, ou alors la réponse est en extension, et là c'est 1 point, et ça craint un peu. En additionnant tout ça, vous avez donc un score de 3 à 15. On considère qu'il y a coma quand le score est de 8 ou moins. Donc en dessous de 8, la question ne se pose même pas, on appelle le 15 et on fait transporter la victime directement aux urgences parce qu'il y a un risque important de complications. Et de toute façon, au moindre doute, on appelle le 15 et on leur donne l'estimation qu'on a faite du score de Glasgow. Même si vous n'êtes pas médecin, ça les aidera à vous orienter. Donc on a dit qu'en cas d'intoxication éthylique simple, on met au repos, on hydrate avec de l'eau et on attend que ça passe. Bien sûr, on évitera le paracétamol qui est toxique à forte dose pour le foie, tout comme l'alcool. Mieux vaut donc prendre son mal en patience. On ne fait pas non plus vomir parce qu'il y a un risque de fausse route et d'étouffement ou de pneumopathie d'inhalation. Une pneumopathie d'inhalation, c'est ni plus ni moins une infection pulmonaire avec du vomi dans les bronches. Pas ouf. Si vous avez un ou une amie qui a trop bu mais qui a un score de Glasgow correct, disons entre 12 et 14, veillez sur cette personne, réévaluez régulièrement ce score et dans l'immense majorité des cas, tout ira bien. Mais s'il y a coma ou du moins des troubles de la vigilance suffisamment marqués pour vous dire qu'il faut appeler le 15 et se voir conseiller d'aller aux urgences, eh bien que se passe-t-il ? Déjà, l'urgentiste va estimer la gravité et mettre en place des traitements symptomatiques adaptés. Parce que si votre pote foutait le bordel à la soirée, vous imaginez bien qu'il ou elle va faire la même chose aux urgences. Donc, en cas d'agitation, on donne des sédatifs, en cas de vomissement, des antiémétiques, et en cas de difficulté respiratoire, on peut mettre de l'oxygène, voire intuber, et dans tous les cas, on hydrate, par perfusion directement, et parfois même en ajoutant des vitamines s'il s'agit d'une personne qui boit tous les jours habituellement, parce que le sevrage brutal en alcool peut être dangereux. Ensuite, on recherche des complications, une chute qui aurait pu entraîner une fracture ou un traumatisme crânien, une crise d'épilepsie qui nécessiterait une surveillance particulière, des troubles du rythme cardiaque ou une hypoglycémie qu'on mesure au bout du doigt. Et là, normalement, vous avez déjà compris l'ensemble des examens qu'on allait faire à l'arrivée aux urgences d'une personne qui est alcoolisée. La glycémie, un électrocardiogramme, donc un enregistrement de l'activité électrique du cœur, et généralement, c'est tout. S'il n'y a pas de complications, il n'y a pas besoin de faire autre chose. On peut mesurer l'alcoolémie quand il y a un doute et qu'on pense que le patient ment, ou alors d'autres paramètres en cas de coma ou de complications, un scanner cérébral s'il y a eu un traumatisme crânien, ou des radios quand on a un risque de fracture, mais dans l'immense majorité des cas, on n'a besoin de rien de tout ça. Alors je pourrais également vous parler du syndrome de sevrage et du cas particulier des buveurs et buveuses réguliers, pour qui les risques sont bien plus importants. Mais on va rester ici sur le cas le plus fréquent d'une personne n'ayant pas particulièrement d'addiction ou de consommation à risque quotidienne, même si la grande majorité des personnes qui se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils ou elles sont bourrés sont dans le cadre d'un mésusage de l'alcool, c'est-à-dire une consommation non raisonnable au regard des normes actuelles, qui sont certes un peu arbitraires. Et justement, sans parler d'usage problématique, comment évaluer sa consommation d'alcool et son rapport à cette substance? Et comment savoir si, comme 10 à 20% des Français, vous auriez des difficultés à vous en passer?
Eh bien, le meilleur moyen de le savoir, c'est de tester, et c'est ce qu'on propose avec le Dry January. Originellement imaginé en Finlande en 1942, c'est au Royaume-Uni que naît le mouvement. Il s'est popularisé en France depuis quelques années, et le principe est très simple, ne pas boire une seule goutte d'alcool en janvier. Bien sûr, cet objectif peut être modulé et chacun ou chacune peut créer son propre objectif personnalisé. Boire moins, ou ne pas boire certains jours, ou ne pas boire pendant X jours, c'est vous qui décidez. Pour atteindre votre objectif, une application est téléchargeable sur votre téléphone et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Déjà, l'appli le rappelle au lancement et c'est une excellente chose. On n'arrête pas de boire d'un coup seul quand on consomme quotidiennement. L'arrêt brutal peut être dangereux, donc dans ces cas-là, le Dry January n'est sans doute pas l'outil le plus adapté. Il vaut mieux vous tourner vers un médecin. Ensuite, après avoir estimé votre consommation habituelle, vous pourrez donc choisir un objectif. Par défaut, c'est le Dry January qui vous est proposé, mais il y a tout un tas d'autres possibilités. Une fois votre objectif déterminé, vous pouvez chaque jour renseigner plusieurs items. Bien sûr, votre consommation, mais sous 3 modes différents. Je n'ai rien bu, j'ai bu, ou bien j'ai bu comme prévu. Et là, c'est très malin parce que ça déculpabilise les personnes qui ont un objectif de réduction et pas d'arrêt total. Vous pouvez également estimer votre humeur, votre énergie, votre sommeil et votre envie de boire. Un outil très intéressant pour les personnes qui boivent régulièrement et ou celles qui ont du mal à s'en passer. Parmi les autres outils, on retrouve également un test de risque d'addiction validé en format court et sa version complète qui est malheureusement en anglais. Il y a même des petits badges à gagner pour se motiver et un onglet qui renvoie au site Alcool Info Service pour plus de ressources. Bref, le Dry January c'est génial et je vous invite toutes et tous à vous y intéresser. C'est hyper cool pour faire le point sur sa consommation, son rapport à l'alcool, ça permet de sensibiliser ses proches et on peut même voir combien de calories et d'argent on a économisé. Ça motive. Les personnes qui réussissent le Dry January, mais aussi celles qui le tentent, ont également une diminution de leur consommation globale qui persiste au moins 6 mois après, une amélioration du sommeil, du bien-être et une perte de poids. Tenter ou réussir le défi augmente également les capacités à dire non à un verre d'alcool. Et quand on sait le poids social de la consommation de ce produit, c'est loin d'être négligeable. Bon, Hippocrate, je te pose pas vraiment la question, hein, vu que tu proposes le vin comme remède à absolument toutes les maladies, tu dois pas vraiment te poser la question. Eh bien, détrompe-toi, je suis très conscient du problème. D'ailleurs, je l'écris plusieurs fois dans mes œuvres, celui qui boit trop de vin peut avoir des maladies graves. Le vin est à proscrire avant de se coucher. Suite à des blessures ou des maladies, c'est pareil, il faut s'abstenir d'excès, parfois pendant l'année suivante. Bon, je pouvais pas dire aux gens de ne plus boire du tout, mais je recommandais la modération, c'est déjà ça. En gros, comme toutes les maladies sont dues à des excès d'humeur et que ce sont les aliments et les boissons qui engendrent ces excès, il suffit de boire peu et manger peu. La médecine hippocratique n'est donc sur ce point pas si éloignée de nos standards. Manger raisonnablement et diminuer l'alcool. Et j'avais aussi déjà décrit que les excès de vin peuvent donner des maladies aiguës ou chroniques. Ça peut rendre tout jaune par exemple. Bon, j'avais pas encore compris que ça venait du foie, mais je l'avais noté. Dans ces cas-là, il faut faire vomir, puisque le malade se sent mieux après. Et puis pour les gueules de bois, j'avais également noté que le fait de boire de nouveau du vin atténue les symptômes. C'est ce que vous appelez maintenant le sevrage, je crois. Donc tu étais pas si à la ramasse que ça en fait. Mais alors, les détox et autres purges pour nettoyer l'organisme des excès du vin, tu en penses quoi? Ah, c'est de la merde. À l'époque, je disais qu'il fallait faire vomir et chier les gens. Au sens propre, hein. Mais bon, ça marchait pas. Alors vos tisanes, là... Merci Hippocrate pour ton expertise. On oubliera donc les purges et autres détox de janvier conseillés par nos amis naturopathes. Si vous voulez suivre des conseils antiques, buvez de l'eau et mangez léger. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci également à l'équipe du Dry January qui a relu ce texte, tous les liens sont en description. On se retrouve très vite, ici ou sur la chaîne de l'Aztèque. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre esprit critique. N'oubliez pas que ces vidéos sont un support ludique et pédagogique mais ne remplacent en aucun cas une consultation avec un médecin. En cas de doute ou de symptômes importants ou persistants, consultez votre médecin traitant. Ces vidéos ne traitent par ailleurs qu'une partie de la problématique et ne prennent pas en compte les situations médicales particulières comme la grossesse, les personnes âgées, les enfants ou les personnes ayant d'autres maladies. Si vous faites partie de cette population, consultez votre médecin dans tous les cas.